Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques instants, je reçois Jean-François Plouffe et Mégane Ayotte d'Action Autonomie. Ils viennent nous parler du service 811 Info Santé, finalement, qu'ils ont testé. Alors, on va en apprendre plus sur ce test-là, justement, qu'ils ont fait. À l'Espresso et à l'Espresso allongé, le sujet est « Nos enfants sont-ils plus intelligents que nous ?» En début de deuxième demi, Bernard Saunier nous parle de la conférence en santé mentale à Lille, en France, où il a participé. Donc, un projet bien intéressant pour lui. Tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. On commence en chanson avec Dilarama et la chanson s'intitule « Saison estivale ». Bienvenue à Folie douce. Que vous soyez malin, peu enclin, radin ou épicurien, vous êtes à Folie douce. J'accueille maintenant mes invités qui sont Jean-François Plouffe. Bonjour Jean-François. Bonjour. Et tu nous amènes Mégane Ayotte. Bonjour Mégane. Bonjour. Alors vous êtes tous les deux d'Action Autonomie. On a l'habitude de t'entendre souvent Jean-Françoix et c'est intéressant de recevoir cette fois-ci aussi Mégane Ayotte. On va parler d'un service qui est quand même assez récent, je dirais. C'est le service 811. Comment on peut faire l'entrée en matière? Est-ce que c'est Mégane qui veut y aller à ce moment-là? Oui, donc Info Santé, le 811, c'est une ligne téléphonique où on appelle pour des problèmes de santé, mais aussi ils ont comme mission d'orienter les gens vers les bons services. OK. Donc, en 2014, quelqu'un nous a dit à Action Autonomie qu'ils ont eu des informations erronées de l'Info Santé. Donc, la personne a appelé. Puis, en fait, on lui avait dit qu'il fallait aller chercher des services en santé mentale dans son secteur, qui va à l'encontre de l'article 6 de la loi sur les services de santé et les services sociaux. Qui disent qu'on peut aller où on veut, en fait. On n'est pas obligé d'aller dans notre secteur, comme tu l'avais déjà mentionné. On a le libre choix de l'établissement. Que ce soit en santé ou en santé mentale, peu importe le problème de santé. Et il peut arriver qu'une personne ne souhaite pas que des gens de son voisinage sachent qu'elle consulte en santé mentale, par exemple. Donc, elle peut être portée à aller chercher des services dans un autre établissement. Donc, c'est ça qui vous a comme un peu poussé à vouloir tester, en quelque sorte, le service, tester le service 811, parce que c'est certainement un service qui est très en demande. Il y a sûrement beaucoup d'appels. Hein? Oui. Et aussi, c'est comme un porte d'entrée au service. Les gens qui ont aucune idée de comment ça fonctionne pour avoir des soins peuvent appeler le 811 puis ils sont supposés de pouvoir donner les bons renseignements pour la personne. Donc, on s'est inquiété un peu. On a fait, en fait, 2 enquêtes. On a commencé, la première enquête, c'était en 2015. Puis, à la suite, on a fait comme une quinzaine d'appels. Puis on a vu que, justement, les infirmières qui répondaient à nos questions pensaient qu'il fallait vraiment rester dans son secteur, qu'on n'avait pas vraiment le choix. On blâme pas trop le personnel du 811 parce que en réalité, c'est vrai, c'est difficile d'accéder à des services si c'est hors secteur parce que les gens qui travaillent dans le réseau ont l'habitude de référer les gens vers leur secteur automatiquement. C'est comme une habitude, c'est pas une obligation, mais les gens par habitude le font, c'est comme plus simple à gérer peut-être. C'est une mesure administrative, parce que les CIUS ou les centres intégrés de services de santé et services sociaux ont le mandat de servir la population de leur secteur. Mais ça veut pas dire qu'ils sont obligés de refuser d'autres personnes. Donc, après la première enquête, on a rencontré des représentants du 811, puis des représentants du ministère de la Santé pour partager nos inquiétudes. Puis, ils ont fait la promesse qu'ils allaient améliorer les services. Puis, une des choses qui a été soulevée, c'était qu'avec l'introduction de l'info sociale, donc, maintenant, c'est non seulement les infirmières qui peuvent répondre à des appels, c'est aussi des travailleurs sociaux. Ça va s'améliorer. Les gens vont avoir un meilleur service. Donc, on voulait tester ça. Donc, on a formé le comité 811 à Action Autonomie. Ça comprend des membres d'Action Autonomie. C'est des personnes qui ont utilisé les services en santé mentale, donc des personnes qui ont un vécu pertinent. Puis, on a fait l'enquête ensemble. On a fait 15 appels, mais on pouvait seulement retenir l'information de 12 appels parce que
il y avait des personnes qui répondaient qui n'étaient pas à l'aise, qui nous référaient ailleurs. Donc, c'est ça. Donc, il y en a d'autres qui ont été traitables, en fait, sont complets, là, c'est ça? C'est ça. Donc, finalement, ça a quand même donné un bon coup de pouce à ce niveau-là. Qu'est-ce que je pense que Jean-François, tu voulais ajouter? Oui, ça nous a permis de se rendre compte que malgré la démarche qu'on a faite avec les gens d'InfoSanté en 2015, les réponses qui nous sont données sont pas toujours erronées, mais dans certains cas, sont pas ce qu'elles devraient être. Par exemple, on a demandé comment faire pour consulter un psychiatre si on n'a pas de médecin de famille. C'est une bonne question. Normalement, on devrait référer vers une clinique sans rendez-vous. La clinique sans rendez-vous, on va rencontrer un généraliste qui va nous référer vers un psychiatre. Idéalement, vers le psychiatre de notre choix. Il ne devrait pas nous référer vers un psychiatre précis parce que autant on a le choix de l'établissement de santé, autant on a le choix du professionnel de la santé. Donc, on doit avoir une référence vers un psychiatre, mais pas nécessairement vers un psychiatre précis. Là, ce qui s'est passé dans les appels qu'on a faits, dans certains cas, dans un cas sur 3, on a été référé vers l'urgence. Et ça, l'urgence, c'est pas la bonne place. D'abord, InfoSanté, ça a été fait en grande partie pour désengorger les urgences. Effectivement. Et la tendance qu'on observe souvent autant en santé physique qu'en santé mentale, c'est qu'ils nous disent, bon, ben, votre problème n'est probablement pas si grave que ça, mais pour être sûr, allez donc à l'urgence quand même. Donc, ça crée une espèce d'achalandage. Ça répond pas finalement au mandat qui leur a été donné. Donc, une personne qui s'en va demander des soins psychiatriques à l'urgence, elle risque de ne pas être considérée comme une urgence et donc d'attendre très longtemps. Et ça se peut que en même temps, la personne puisse avoir des fragilités émotives, tout ça, puis si elle avait le malheur de s'impatienter, de se désorganiser et tout ça, ben là, elle pourrait être considérée comme présentant un danger pour elle-même ou quelqu'un d'autre et mise en garde dans l'établissement, gardée pendant 30 jours contre son gré. Donc, c'est pas ça qu'on souhaite non plus. Donc, c'est pas une bonne idée, c'est contre-productif finalement de référer des personnes qui veulent simplement rencontrer un psychiatre à l'urgence parce que l'urgentiste qui va rencontrer la personne qui travaille à l'urgence, ben, c'en est pas un psychiatre. Donc, lui, il est là pour traiter des problèmes d'urgence. Il va vraisemblablement dire, ben, finalement, vous n'avez pas de problème vraiment urgent, donc allez-vous-en chez vous puis reposez-vous. Est-ce que ça se peut que la santé mentale ait comme été un peu laissée pour compte? Tu sais, dans le fond, le service 811 s'intéressait au côté santé en global, mais la santé mentale, ça a toujours été un petit peu le parent pauvre là, du domaine de la santé. Est-ce que ça se peut qu'on l'a comme oublié dans le... Hein? C'est pour ça qu'on a créé le 811 social avec les travailleurs sociaux et tout ça, et donc on espérait que c'était pour aller mieux. C'est pas pire que c'était, mais oui, par certains côtés, c'est pire aussi, mais c'est pas encore optimal. Il y a un guichet, je pense, au niveau de la santé mentale, c'est ça? Il y a un guichet d'accès. C'est quoi ça? Est-ce qu'on peut l'expliquer et comment on peut peut-être s'inscrire à ça? Donc, le guichet d'accès en santé mentale est situé dans le CLSC. Souvent, maintenant qu'on a des CIUS, des fois, il y a seulement un guichet pour tout le CIUS. Des fois, il y a plusieurs parce que la fusion n'est pas complète. Mais c'est clair qu'il y a un guichet pour la santé mentale dans cet endroit-là. C'est ça, dans la première ligne. Puis, en fait, le plan d'action en santé mentale voulait que les guichets d'accès soient vraiment la porte d'entrée pour tous les soins en santé mentale. Donc, il y a des professionnels qui travaillent au guichet d'accès qui sont là pour évaluer les demandes des personnes, qui vont pouvoir dire toi, tu fais une dépression légère, donc tu as besoin d'un suivi qui n'est pas très serré. Ou toi, tu fais une psychose très grave, donc il faut aller à l'hôpital. Donc, c'est des professionnels qui sont aptes à orienter les personnes vers le bon service. Première, deuxième, troisième ligne. La première enquête qu'on avait faite en 2015, les infirmières d'InfoSanté ne savaient même pas c'était quoi le guichet d'accès en santé mentale. Ils pensaient que c'était seulement pour une liste d'attente pour les médecins de famille. Donc, cette fois-ci, on a vu que la situation s'est améliorée un peu. Les infirmières étaient au courant qu'il y avait un guichet d'accès pour la santé mentale. C'est drôle que les infirmières, que le personnel, on ne semble pas avoir été formé ou en tout cas informé comme il faut. C'est assez étonnant. Hein? Parce que le guichet d'accès, ça existe en fait depuis le premier plan d'action qui est 2005 ou 2010. 2005-2010. Oui, c'est ça.
Donc, on a fait la première enquête en 2015. C'est quand même 5 années après l'échéance du plan d'action, là. Donc, c'était surprenant. Mais cette fois-ci, ça s'est amélioré un peu au niveau de connaissances. Mais on a vu qu'au niveau de connaissances des droits, c'était à peu près la même chose qu'avant. Donc, suite à vos suggestions, ça a quand même réveillé quelqu'un, mais c'est quand même drôle qu'un organisme comme le vôtre soit obligé de rappeler à l'ordre, en quelque sorte, les gens qui sont supposés connaître un peu le... Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'en général, dans l'ensemble du réseau de soins en santé mentale, les lois qui régissent les actions qui sont posées dans ce contexte-là sont à peu près complètement inconnues du personnel. Et c'est pour ça qu'on met en place des plans d'action sur la primauté de la personne qui prévoient justement des exercices de formation pour le personnel sur les droits reconnus par la loi sur les services de santé, services sociaux, sur la garde en établissement, etc., de façon à ce que les gens sachent un petit peu le cadre légal dans lequel ils évoluent et qu'ils cessent d'improviser. Oui, nous sommes en compagnie de Mégane Ayotte et de Jean-François Plouffe, donc il nous reste quelques minutes. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce côté-là du 811? Donc c'est un service quand même qui fonctionne bien, mais qu'est-ce que vous pouvez ajouter comme information? Ben, c'est juste que on voit qu'il y a vraiment un manque de clarté dans les réponses des infirmières et des travailleurs sociaux de 811. On avait fait 12 appels, puis on recevait, dans le fond, 12 réponses différentes à toutes les questions. Donc, c'est vraiment mêlant pour les gens qui sont en état de détresse, en état de crise. Ouais. C'est pas rassurant pour nous, en tout cas pour vous-même. Là, ça a dû être quand même un peu inquiétant. C'est une espèce de loterie. Il y a des gens qui sont très compétents, qui donnent des très bons conseils, puis il y en a d'autres qu'on dirait qu'ils connaissent pas ça. Il faut tomber sur la bonne personne. Il faut tomber sur la bonne personne. C'est pas trop rassurant. Mais aussi, c'est un reflet du réseau actuel parce que on voit que tous les CLSC ont une façon qui leur est propre de fonctionner. Donc, c'est un peu désorganisé comme réseau. Il y a des CLSC où il faut avoir une référence juste pour avoir accès au guichet d'accès en santé mentale. Il y a d'autres CLSC où on peut se présenter sans problème. Donc, les infirmières, si elles sont mêlées, c'est à cause que c'est mêlant. Oui, c'est mêlant. C'est à cause que le système, 3 ans après la réforme, n'est toujours pas fonctionnel. C'est assez incroyable. Mais qu'est-ce qu'on peut proposer? Avez-vous comme un plan d'action vous-même? Voulez-vous suivre la question? Ou qu'est-ce qu'on peut proposer aux gens en place? La dernière fois, on avait rencontré les représentants du ministère, puis les gérants d'Infosanté, je veux dire. Puis on veut refaire cet exercice-là pour rendre compte, donner nos résultats. Ouais. Puis les membres de notre comité ont recommandé que les gens, à la fois le personnel fasse une formation sur la santé mentale, mais aussi qu'on se dégage un peu de cette vision biomédicale de la santé mentale parce que on avait vraiment l'impression que c'était l'hôpital ou rien dans les réponses. Ouais. Il reste 30 secondes environ. As-tu quelques mots avant d'ajouter? On fera peut-être l'an prochain ou dans 2 ans une autre enquête pour voir si ça s'améliore, si ça finit par s'améliorer. Parce qu'on a fait d'autres enquêtes sur d'autres sujets, puis on se rend compte que la situation se détériore constamment. Donc, on espère à tout le moins que dans cette transmission d'informations-là, on va pouvoir améliorer les choses. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que vous ne lâchez pas. En fait, c'est ça qui était très intéressant. J'aimerais, Jean-François ou Mégane, que vous mentionniez les coordonnées d'Action Autonomie, les gens qui veulent en savoir plus sur ça ou d'autres enjeux. Donc, comment on peut vous joindre? Alors, vous pouvez nous rejoindre au 514-525-5060. On a notre page Facebook, Action Autonomie, et on a aussi notre site web, www.actionautonomie.qc.ca. Merci beaucoup, Mégane Ayotte et Jean-François Plouffe. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce service-là, 811, et à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604. 514-990-9604. Nous voici maintenant rendus au bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Aujourd'hui, le sujet, nos enfants sont-ils plus intelligents que nous?
Oui, c'est une question peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui se posent. Je sais pas. Moi, j'ai pas d'enfant. Oui, moi puis toi, Pierre, on s'en sauve parce qu'on n'a pas d'enfant. Ben, tu sais, des fois, je dis j'ai pas d'enfant, mais... officiel. Officiellement, à ma connaissance. On sait pas. Là. On veut pas savoir ta vie privée, Pierre. Mais toi, Yvan, t'en as 3 j'en ai enfants. 3, Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Moi, je dirais que non. Là. Moi, je dirais que non. Les enfants, je veux dire, on peut pas répondre, je pense, à une question aussi générale. Tu sais, dans le fond, il y a peut-être des enfants qui sont plus intelligents que certains parents et d'autres parents sont peut-être plus intelligents que leurs enfants. Il y a peut-être des moments que des fois les enfants sont plus brillants que les parents, mais pas tout le temps. Ouais. En tout cas, je vais vous lire quelques passages d'un article qui s'appelle « Nos enfants sont-ils plus intelligents que nous ?» Un article écrit par Mme Jennifer Segui. Elle est journaliste au magazine Femina à Lausanne, en Suisse, depuis l'année 2000. Elle nous dit « Ils traficotent sur leur tablette dès leur plus jeune âge, tapent aussi vite que l'éclair sans même y penser, vous dégotent une info en 2 temps, 3 mouvements, font de la programmation informatique comme on faisait de la prose. Ils n'ouvrent jamais un bouquin, mais savent tout sur tout. Nos chères têtes blondes, première génération née dans le bain numérique, nous épatent, nous obligeant même à remettre en question nos croyances les plus ancrées et nos principes éducatifs les plus stricts. » Une étude menée à l'Université de Genève révélait l'impensable. Les jeux vidéo, qui plus est les jeux vidéo d'action, de tir ou de guerre, améliorent de manière significative les capacités cognitives du joueur, notamment au niveau de l'attention spatiale et de la capacité à gérer plusieurs tâches en même temps. Oui, c'est sûr, il faut toujours que tu sois en éveil pour pas te faire tuer dans ces jeux-là. Oui. Loin de ratatiner les cerveaux de nos enfants, les nouvelles technologies les aideraient à acquérir de nouvelles compétences. On se pince pour y croire. Mais ça, c'est quelque chose que j'avais déjà entendu. Surdoué, on pourrait le penser, tant la présence d'enfants qu'on appelle HP, c'est-à-dire à haut potentiel, n'est plus chose rare dans les classes, laissant penser que leur nombre serait en augmentation. Pour Mme Claudia Janek, psychologue à Lausanne et spécialiste du sujet, il n'en est rien. Elle nous dit qu'il n'y a pas vraiment de boom du nombre d'enfants détectés ni hausse du niveau général du quotient intellectuel. Le pourcentage d'enfants HP, c'est-à-dire dont l'indice de QI atteint ou dépasse les 130, ne varie jamais. Il est toujours de 2%. Par contre, les tests permettant cette mesure sont sans cesse réétalonnés selon plusieurs critères pour s'adapter à la culture et aux évolutions sociales. Dans le canton de Vaud, par exemple, qui compte 90 000 enfants scolarisés, le nombre de HP serait d'environ 1800. Mais je ne pense pas que tous soient identifiés. Oui, là, même s'ils ont des connaissances d'information, HP, ça ne veut pas dire la marque d'ordinateur, là, Pierre. Je l'ai dit tantôt, c'est des enfants à haut potentiel. À haut potentiel. Oui. Et pour cette spécialiste des enfants et adolescents, elle nous dit on est aujourd'hui plus attentif à ces jeunes car on a découvert avec le temps que beaucoup d'entre eux étaient en souffrance. Monsieur Thierry Lecerf, maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Genève et grand spécialiste de l'intelligence, donne une simple explication démographique à ce sentiment ambiant, soit l'augmentation simplement de la population. La plupart des professionnels, poursuit Mme Segui, s'accordent sur le fait que nous ne sommes pas en train de donner naissance à des générations de super petits génies. Nombreux même tirent la sonnette d'alarme, pointant la détérioration de certaines compétences et le développement de troubles de l'apprentissage plus ou moins importants. Dans son cabinet de Lausanne, Mme Claudia Janek, qui a commencé à exercer dans les années 70, nous dit que les compétences en graphisme ont tendance à se détériorer, ainsi que celles en lecture. Cela risque de devenir un problème. Pourtant, dire sur l'informatique, il faut que tu lises beaucoup, par exemple. C'est vrai, c'est vrai. L'ère des grands lecteurs semble bel et bien terminée et les moments passés sur un exemplaire du Club des 5 ou même plus récemment sur un tome de Harry Potter sentent un brin la naphtaline. Les enfants lisent de moins en moins bien et sont de plus en plus nombreux
à ne pas parvenir à comprendre un texte simple. Un constat peu étonnant que nuance toutefois M. Thierry Le Cerf. Il nous dit « On a progressivement renoncé aux dictées, à l'apprentissage du vocabulaire, au profit peut-être d'autres matières plus en lien avec l'époque, comme l'informatique. Mais il nous dit « On va y revenir. » Probablement, oui. L'augmentation des troubles de l'apprentissage, voire des troubles cognitifs, est plus inquiétante encore pour l'avenir. Stéphanie Cronel-Ohaillon, ils ont des drôles de noms, les Suisses, relève des chiffres inquiétants. En une vingtaine d'années, le taux de troubles autistiques est passé d'1 cas pour 1000 à 1 cas pour 100. Je vais m'arrêter ici. Et on poursuivra comme d'habitude à l'Espresso allongé. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Ghislain, pour ce beau sujet. Donc, nos enfants sont-ils plus intelligents que nous? À venir dans l'émission Folie douce, notre collaborateur Bernard Saunier partage avec nous son expérience à une conférence en santé mentale à Lille, en France. À l'Espresso allongé, nous poursuivons avec « Nos enfants sont-ils plus intelligents que nous ?» Vous entendrez aussi en chanson « Oh oui, je t'aime » de NAC et « Chainsaw » de Tire le Coyote. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des idées pour nous? Écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. Les meilleurs chroniqueurs en santé mentale s'expriment sur les ondes de Folie douce. Écoutons-les. Bien, c'est avec bonheur que j'accueille Bernard Saunier. Bonjour Bernard. Salut Yvan. Salut, bienvenue encore une fois à notre studio. Et finalement, ton émission également. Mon émission, comme habitué. Si j'étais un propriétaire de... C'est un habitué. C'est vrai que je commence à connaître les us et coutumes, comme on dit. Effectivement, la culture folie douce. La culture folie douce, c'est toute une culture. On pourrait éventuellement s'étendre là-dessus, mais cette fois-ci, on n'aura pas le temps. Non. Mais Bernard, tu as participé à un événement bien intéressant au printemps, récemment, le printemps cette année, où tu es allé en France. Oui, j'étais allé à un colloque du centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé en santé mentale à Lille, en France. Ouais. Et le but, en fait, tu fais un peu, je pense, le double emploi dans le sens que tu vas là, tu es allé là pour présenter un peu peut-être la réalité d'ici, du Québec, et en même temps de faire l'opération inverse ici, de parler un peu de ce qui se passe là-bas. C'est un peu ça, finalement. Oui, moi j'allais là pour parler, bêtement comme ça, j'allais là pour parler d'argent. OK. Parce que mon thème était celui-là, c'est que on veut couper des montants d'argent des gens qui participent à des comités. Ouais. Puis j'avais décidé d'en parler. En même temps, je parlais aussi du rôle du patient partenaire à l'Institut qui maintenant, on le sait, c'est le CIUS de l'Est de la ville de Montréal. Est-ce que là-bas en France, ils ont le même type d'approche? Parce que ça, c'est quand même ça a été quand même implanté ici d'avoir des patients partenaires qui donnent leur feedback. Eux, ils appellent ça des pères aidants ou des médiateurs de santé, je pense. OK. C'est pas la même chose. Puis comme la France, c'est plus populeux,
il y a plus d'hôpitaux, puis il y a plus de pères aidants, je pense, qui travaillent dans le réseau qu'on a ici. Je sais qu'à la fin du congrès, à la fin des journées, le conférencier a fait venir tous les pères aidants en avant, puis il y en avait beaucoup, il y en avait plusieurs. Ça m'a fait dire oui. Ils sont... En même temps, je parlais avec mon ami Eric, l'agent de programmation, on parlait à savoir qui était le plus avancé en santé mentale, les Français ou le Québec. Puis, on ne sait pas trop. J'en ai parlé aussi avec un psychiatre d'ici, puis lui, il semblait me dire que sont avancés, oui, mais tu sais, ça se compare difficilement. Là. Ouais, c'est pas la même. C'est pas la même approche. Pas la même approche, non, je pense pas. C'est ça. Il y a des choses que j'ai entendues. Par exemple, il y avait une personne qui partageait, qui avait souffert de schizophrénie. Puis il racontait qu'il avait eu la schizophrénie comme si on avait la schizophrénie comme si on comme avait une grippe. Ouais, ou la varicelle ou quelque chose. Pour moi, c'est pas ça. C'est pas ça. Là. Ça reste là. Toi, tu guéris pas de ça. C'est pas une grippe. C'est rétabli. C'est rétabli. Tu t'apprends à apprivoiser la maladie. J'étais pas d'accord avec lui. J'ai pas dit, là, mais je trouvais ça un peu... Mais est-ce que les Français qui t'écoutaient là-bas, c'était majoritairement des gens de la France, qui assistaient à cet événement-là? Il y avait quelques Québécois, quelques gens de la France. Je parlais aussi, j'ai beaucoup parlé de bénévolat, tu sais, parce que moi, je considère, oui, le bénévolat, mais... comme tu sais, les gens malades ils sont souvent avec des revenus pas mal bas. Ça fait que quand il y a moyen de mettre la main sur un petit montant, pourquoi pas? C'est ça. C'était là-dessus. C'est ça, c'est pour ça que tu dis tu parlais d'argent, parce que ça a été comme... Il faut savoir que l'argent, c'est important dans le rétablissement. C'est certain. S'il faut que tu fasses un choix entre payer ton loyer ou t'acheter à manger... C'est un non-choix, ça. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça fait que c'est de ça que je parle. À quel moment, ça fait quand même plusieurs années que le CIUS maintenant, mais le centre là, a instauré finalement cette espèce de patient partenaire. Oui, mais ça fait 8 ans à peu près. OK, quand même. Ça fait, on reprend le pouvoir, que le groupe avec qui je travaille, ça fait 10 ans. Ça va faire 10 ans cet été. Donc, ça a été comme demandé à cette époque-là pour dire on a besoin du feedback des gens qui ont vécu le système de santé mentale et qui vivent encore peut-être certaines problématiques. Ce qu'ils appellent l'expérientiel. Aller faire valoir notre expérience, qu'elle soit de malade, de suicide, de psychose, de contention, tout ce qui peut se vivre de malheureux ou de moins malheureux. C'est pas nécessairement toujours... négatif, il y a des choses heureuses qui peuvent arriver. Par exemple, moi, quand je parle, je trouve que c'est pas si pire pour quelqu'un qui souffre de schizophrénie paranoïde avec comorbidité. J'ai pas tué personne, puis j'essaie de construire plutôt que de bâtir. Est-ce que tu crois que ça a aidé ton input, toujours cette expression-là, auprès des dirigeants? Est-ce que ça a aidé au courant des années? Je pense que oui. Je pense que ça a aidé. Si ça aidait pas, on serait pas là. On le ferait plus. Parce que tu le fais encore, mais il y a toutes sortes de coupures de budget qui fait qu'il y a moins de possibilités, j'imagine. Oui, il y a moins. Comme tu dis, les coupures de budget, mais en même temps, on sait bien. On voit un peu les budgets du ministère de la Santé, c'est combien de dollars c'est? C'est énorme sur le... C'est énorme. Ça fait que pour quelques pauvres malades mentaux qu'on est, quelques sous, quelques piastres, c'est pas grand-chose pour... parce qu'au fond, quand on est impliqué dans ces choses-là, ça nous valorise, puis selon moi, ça empêche les hospitalisations. Puis au coût que c'est les hospitalisations, c'est beaucoup mieux de donner quelques dollars puis de faire que quelqu'un se rétablit que de le référer à l'urgence de l'hôpital. C'est rien de scientifique. Non, mais c'est vraiment le gros bon sens. C'est le gros bon sens. Tu peux apprendre pendant que tu étais là, tu as été là quelques jours à ce congrès-là en France. Est-ce que as-tu appris qu'eux, justement, parce que tu parlais d'argent, est-ce qu'eux ont ce genre de modèle-là ou est-ce qu'ils envisagent de faire ça? Je pense que là-bas, les malades mentaux
sont plus stigmatisés qu'ici. C'est plus difficile de... Il y a encore un fossé dans... Il y a encore un grand fossé entre le monde ordinaire, si on veut, puis les gens qui souffrent. Alors qu'ici, on sent qu'il y a Ici, je pense qu'il y a une volonté de vivre, puis de vivre ensemble, puis de communiquer qui est essentiel, puis je pense que c'est une bonne chose. Oui. Donc, ça les a sûrement inspirés. J'espère. C'est ça l'idée de la mondialisation, un peu de la facilité qu'on a à pouvoir communiquer à travers le même sujet, mais dans différentes cultures, dans différents pays. C'est un peu ça, de s'inspirer l'un l'autre. Effectivement, ces journées-là, il était international aussi. Hein. Il y avait l'Angleterre, les États-Unis, les Pays-Bas, la Croatie, des pays d'Europe. Puis c'était international. Ça fait que les gens avaient chacun leur expérience. Oui. Et donc, tu es allé là-bas, tu as parlé d'argent. Et là, tu t'es revenu ici, bien sûr. Je suis revenu, tu vas comme amener quelque chose dans ton bagage. J'ai quelque chose dans mon bagage. Et j'ai des présentations, peut-être une présentation à faire à propos de ce voyage-là à des gens du CIUS pour leur dire qu'ils ne m'ont pas envoyé là pour rien, que je ne suis pas parti à brasserie du sur l'agro. Mais est-ce que tu as des points marquants? D'abord, Lille, étais-tu déjà allé? Lille, j'étais déjà allé, mais je n'avais pas pris le temps de regarder cette belle ville-là, qui est une très belle ville. Assez grande aussi. Hein, c'est assez grand, mais ce qui est intéressant, c'est que le centre-ville, c'est piétonnier. OK. Uniquement pas de voiture. Pas de voiture, des piétons. C'est super trippant là, comme ville. Là. Moi, je conseille aux gens qui ont la chance d'aller en France, s'ils vont au nord, d'aller à Lille. Je pense que c'est une belle destination. Ouais. C'est un bel endroit. As-tu pris le pouls un peu peut-être de l'environnement santé mentale à Lille? Est-ce que j'y ai pensé, mais j'ai pas retrouvé C'était court, faut dire, ton séjour. Oui, c'est ça. J'ai pas retrouvé l'adresse du groupe. J'avais déjà été dans un espèce de groupe communautaire de là-bas. Puis j'ai pas retrouvé l'adresse, ça fait que j'ai pas pu y aller, mais j'ai parlé avec des gens qui travaillent dans une sorte de centre de crise, si on veut. Eux appellent ça différemment. Oui, ça s'appelle autrement. Les gens appellent là, puis les travailleurs sociaux. Puis on remarque que la plupart des sociétés ont évolué selon qui ils sont. Puis, au Québec, peut-être qu'il y a eu une ouverture pour démystifier, pour peut-être plus intégrer, faire prendre part les gens. D'autres sociétés, comme tu disais, peut-être sont plus stigmatisées, sont plus mises à part pour toutes sortes de raisons. Là. Les soins sont pas pareils, je pense. Non. Je pense que c'est pas politiquement, c'est pas la même chose. Un de nos invités nous disait, en Italie, on avait déjà parlé qu'il n'y avait pas d'hôpitaux psychiatriques, ou on avait fermé les hôpitaux, mais il disait la mentalité là-bas, la famille est beaucoup plus présente, donc ça s'applique là-bas, mais ce modèle-là ne pourrait pas s'appliquer nécessairement ici, dans ces conditions-là. C'est toujours intéressant. Ben, c'est vraiment bien. Bernard, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton blog et de tout ce que tu fais ici. Tu t'impliques beaucoup, là? Il y a mon blog, c'est au http://www.legoulag.blogspot.com/. Là, vous allez retrouver plein de textes que j'écris quotidiennement. Je suis impliqué aussi avec mon groupe préféré qui s'appelle Reprendre Pouvoir, où on discute puis on analyse nos participations en différents comités de gestion puis de artistique aussi. On fait de la... Comme là, on fait de la création artistique. On est en train de monter une pièce de théâtre au TNM. C'est vraiment varié, dans le fond. Ça fait que j'ai toujours quelque chose Il y a toujours quelque chose sur le poil. Oui, c'est ça. Il faut pas rester à rien faire, c'est ça. C'est ça. Parce que depuis toujours, tu nous disais effectivement que tu t'écris beaucoup, ça devient un exutoire, puis c'est comme une gymnastique. Là, oui, ben il faut. Émotionnel. Ça aide. Moi, je trouve que ça m'aide. Oui. Je trouve que ça m'aide. Si ça m'aidait pas, peut-être que je le ferais pas. Ça fait des années, avant même l'invention d'Internet, tu écrivais beaucoup. Oui, c'est ça.
L'autre fois, je regardais dans mes boîtes, là, mes cahiers, puis là, je me disais, faudrait que je relise tout ça. Mais c'est quelque chose quand même. Puis c'est ça, l'informatique permet au moins d'avoir une copie électronique. Oui, c'est plus facile à traiter. c'est ça. Ouais. C'est ça, en ayant de l'écriture à la main, c'est quand même quelque chose. Ouais. Alors, c'est bien. As-tu quelque chose à ajouter, Bernard, en terminant? Il reste quelques secondes encore. Qu'est-ce que je vous raconte? Ben, c'est ça. La vie est belle, sinon. Oui, finalement, je me considère pas comme une victime et un maltraité. Ouais. Je suis bien traité, les gens sont gentils. Puis tu as trouvé comme on dit souvent, ton X. Tu es peut-être sur ta vie. J'ai un peu peur que ça lâche. Mais avec les années... avec les années, je pense que je vais... Sauf que le temps passe vite. Voilà, définitivement, c'est ça. Ben, merci beaucoup, Bernard, d'avoir été des nôtres. Ça me fait plaisir. Puis bonne continuation dans tes activités, puis au plaisir de se reparler ici à Folie Douce. Merci. Bye-bye. Notre site web déborde de contenus originaux et variés au sujet de la santé mentale. Venez nous visiter à antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Nous sommes de retour au micro à Folie Douce avec l'Espresso allongé et le sujet « Nos enfants sont-ils plus intelligents que nous ?» Pierre Laporte. Oui, d'après un article de Mme Jennifer Segui. Je veux juste faire une précision avant, Pierre. C'est pour le test sur l'autisme. Probablement, il y a plus de cas d'autisme détectés parce que les tests sont plus performants maintenant. Oui, exactement. Madame Stéphanie Cronel-Ohaillon nous dit « Aujourd'hui, j'ai environ 1 ou 2 rendez-vous par semaine pour des suspicions de troubles autistiques. Je les confirme pour la plupart dans des formes plus ou moins importantes. Alors certes, on doit cette augmentation à une meilleure détection, à de meilleurs outils de diagnostic plus larges et plus précis. Mais on pense qu'il y a quand même à ce sujet des phénomènes environnementaux. » Aux États-Unis, par exemple, cela prend même la tournure d'un enjeu de santé publique. En Californie, entre 1990 et 2001, le nombre d'enfants autistes a ainsi augmenté de 600%. Et sur l'ensemble des USA, un enfant sur 68 est même diagnostiqué comme souffrant de troubles liés à l'autisme. Conséquence, le QI baisse. Et nombre de pays plus proches de nous, au point de vue de la Suisse, s'en inquiète aussi. En Finlande, une étude anthropologique menée sur des recrues démontre que la courbe de quotient intellectuel connaît une chute, certes légère, mais constante. Celle-ci était pourtant ascendante jusque dans les années 90. Pierre, oui? C'est une question. Est-ce que c'est une baisse de quotient intellectuel ou de la culture générale? Bien, ici, on parle de QI en général, puis il y a toutes sortes de façons de mesurer le QI, mais on va y arriver un peu plus tard dans l'article. Un des auteurs de l'étude dressait un constat alarmant. Il nous dit « Nous devenons de plus en plus stupides et cela ne va pas s'arrêter. Si nous ne faisons rien, la civilisation qui repose sur l'intelligence va régresser. » Ça, c'est une chose que moi, je crois que l'être humain, nous tous, on est assez fort pour s'en tirer. T'sais. On a toujours une espèce d'intelligence de survie. Je crois plus ou moins à ça. Ça dépend. Il y a l'intelligence pratique, il y a l'intelligence savante. Peut-être qu'on est capable de se débrouiller avec l'intelligence pratique. Mais on est fait pour s'adapter. Si on a vécu toutes ces années-là. Exactement. Regarde, au Québec, on a l'intelligence de savoir comment dealer avec l'hiver. Oui. Ça s'en prend. On n'aurait pas réussi à survivre. On peut déprimer vite, oui, effectivement. C'est dur l'hiver. Ouais. Là, puis... Alors, Mme Segui poursuit en disant « Les causes de cette catastrophe annoncée sont partout à travers la planète. Et partout, ce sont dus à des facteurs environnementaux. » Écoutez bien, pesticides et autres molécules dérangeraient en effet l'action des hormones thyroïdiennes, des substances essentielles au développement du cerveau. Leur déséquilibre contribuerait tant à cette baisse inquiétante du QI qu'à la multiplication des troubles de l'attention chez l'enfant. À Paris, Mme Barbara Demenix, qui est endocrinologue, pointe du doigt ces poisons du quotidien. Dans son ouvrage « Cocktail toxique », elle dénonce des substances chimiques comme le bisphénol A, présent dans certains plastiques, et notamment les biberons des plus petits, malgré son interdiction dans de nombreux pays. Est-ce que ça serait pas par hasard juste la TV ou l'Internet? Parce que ça stimule. Ça peut être utile pour l'information, mais c'est stimulant puis ça te fait perdre un peu d'attention. Oui. Alors, sociétal, culturel, environnemental, Mme Segui poursuit en disant « Les atteintes à l'intelligence des jeunes générations ne relèvent pas du mythe. »
En 2007, le metteur en scène américain Mike Judge réalisait le film Idiocratie, un film dans lequel 2 personnes placées en hibernation se retrouvaient parachutées 5 siècles plus tard dans une civilisation rendue stupide et décadente par les problèmes de pollution et l'anti-intellectualisme. On y voyait une fiction. Il s'agit peut-être d'une anticipation. Il faut faire attention parce que Mike Judge, c'est son grand terme, c'est la stupidité, parce que c'est pas le créateur de Beavis et Butthead. Je pense que oui. Oui, qui étaient 2 grands intellectuels, ces 2 personnages-là. Oui, qui buvaient beaucoup de bière. Oui, puis c'était pas ce qu'on appelle, c'était pas des 100 watts, eux autres. Là. Alors, on revient à la question qu'on se posait, qu'est-ce que l'intelligence au fond? Pour répondre à cette question, Mme Claudia Janek cite le biologiste et philosophe suisse Jean Piaget. Il avait dit, l'intelligence, ce n'est pas ce que l'on sait, c'est ce qu'on fait quand on ne sait pas. Et selon la psychologue lausannoise, cela reste une notion difficile à définir, tant les éléments qui entrent en compte sont nombreux. Elle nous dit l'intelligence ne se résume pas à bien assimiler les apprentissages, mais elle permet l'adaptation. Elle offre la capacité de rebondir. M. Thierry Le Cerf, qui est chercheur à l'Université de Genève, précise quant à lui, pour les experts, l'intelligence se définit dans un contexte socio-culturel précis. En ce qui nous concerne, elle se distingue par les capacités que l'on met en avant pour résoudre les problèmes, notre faculté d'apprendre à apprendre et à nous adapter à l'environnement. En fin de compte, Pierre, ça veut dire toutes ces réponses et aucune sont bonnes. C'est tout et c'est rien à la fois. C'est un ensemble de choses, oui. Et on se questionne beaucoup plus, je pense, ces jours-ci que depuis tous les temps. T'sais, on se dit toujours, on est-tu plus intelligent? Est-ce qu'on est moins intelligent? Je pense qu'on est dans une époque de grande déception pour toutes. Là. Puis on est souvent, peut-être qu'on se questionne, justement. Ben moi, je suis pas aussi pessimiste que toi, Ghislain. Finalement, comment évaluer l'intelligence? C'était au début du 20e siècle, à l'époque où les sciences avancent à pas de géant, que l'on se met à vouloir tout quantifier. Au commencement, les méthodes sont plus que contestables. On mesure le périmètre crânien, on pèse le cerveau, préférablement après la mort. Oui. et pas réveillé. Oui. Alors, je vais m'arrêter ici. L'article s'appelle « Nos enfants sont-ils plus intelligents que nous? » Bien, merci beaucoup, Pierre Laporte. Merci, Ghislain Malo. Demeurez des nôtres à Folie douce. Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca antenne.qc.ca. En conclusion de l'émission cette semaine, Ghislain Malo, on va nommer les chansons qu'on a écoutées dans l'émission de Folie douce. On a écouté Saison estivale de Dilarama. On a pu entendre Taureau habitué de Phénos. Dans la deuxième demi, on a écouté Oh oui, je t'aime de Nac. Et à l'instant, Chainsaw de chanteur Tire le Coyote. Ben voilà, merci beaucoup Ghislain Malo pour votre choix musical à toi et à Pierre. Merci Pierre à la mise en onde. Bienvenue. Merci également pour ton sujet à l'Espresso et à l'Espresso allongé qui était Nos enfants sont-ils plus intelligents que nous? Je remercie nos invités en début d'émission, Jean-François Plouffe et Mégane Ayotte d'Action Autonomie, qui nous ont parlé du service 811. Je remercie également notre collaborateur Bernard Saunier, qui nous a parlé de son expérience à une conférence en santé mentale à Lille, en France. Alors tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir.
Bop,